Merci, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce deuxième panel qui va donc se focaliser sur une problématique aussi importante, déterminante pour le devenir économique du Congo, relancer l'agriculture pour booster l'économie du Congo. Voilà donc le tout premier défi que se propose de relever le Plan national de développement 2022-2026. Voilà, quand on a tout dit, retenez qu'il y a les conditionnalités propres à notre pays. Voilà donc un pays qui a 342 000 km² et qui compte un peu plus de 5 millions d'habitants. Le pays dispose à lui seul quelques 10 millions d'hectares de terres arables, dont seulement, tenez-vous bien, 4% sont exploités. Une réalité, vous conviendrez avec moi, qui est très loin, en tout cas de répondre à l'objectif d'autosuffisance alimentaire. Mais la volonté actuelle du gouvernement, c'est donc de renverser donc la courbe des importations des produits alimentaires. Quelques 7 milliards de francs CFA consentis annuellement pour répondre aux besoins alimentaires de quelques 5 millions de Congolais que nous sommes. Voilà donc le défi pour le gouvernement. Comme intervenant pour ce panel agriculture, j'appelle, mesdames et messieurs, Monsieur Paul Valentin Gobo, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Paix sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre. Merci, bienvenue. Au milieu, s'il vous plaît. La troisième chaise, troisième fauteuil, oui, merci. Deuxième intervenant, Yannick Ariane Razouari Mananana, représentante de la FAO, que nous invitons à bien pouvoir prendre place. C'est sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Je crois qu'il y a une possibilité de monter par là-bas. Elle viendra donc nous partager l'expérience de la FAO, comment est-ce qu'elle travaille en synergie. La deuxième place, madame, s'il vous plaît. Deuxième fauteuil, deuxième fauteuil. Troisième intervenant, nous allons recevoir un acteur du terrain. Nous allons avoir le plaisir de recevoir Monsieur le Président Directeur Général de CA Agri, Monsieur Michel Djombo, que nous invitons de venir. J'espère qu'il est dans la salle, Monsieur Michel Djombo. Je rappelle que Monsieur Djombo est promoteur d'une unité de production de savon située à 45 km de Brazzaville. Comme dernier intervenant, Yves Makaya. Monsieur Makaya est, lui, secrétaire général des brasseries du Congo. Monsieur Makaya, s'il vous plaît. Nous l'avons expressément fait venir simplement parce que lui, il a une expérience à nous partager. Le local sourcing, une expérience que tentent aujourd'hui les brasseries du Congo. Et monsieur Makaya est là pour nous en dire davantage. À tout Seigneur, tout honneur, monsieur le ministre, est-ce que, en matière de politique agricole du gouvernement congolais, est-ce qu'on peut savoir les grandes actions envisagées pour évidemment répondre aux défis qui se posent aujourd'hui dans le développement économique, dans le développement agricole du Congo? Quelles sont les grandes actions envisagées? Je crois qu'il est...
Prenez le mien. Prenez le... Ah oui. 1, 2, 3, 4. Ah oui, ça marche. Bien, merci. Je tiens d'abord à remercier mon collègue, le ministre de la Coopération internationale et du partenariat public-privé pour l'invitation, ainsi que les organisateurs. Merci, monsieur le journaliste. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici pour pouvoir parler de la question agricole dans notre pays. Alors, vous m'avez posé la question sur les différentes actions que le gouvernement envisage dans sa politique agricole. Voilà, pour justement augmenter la production agricole. Mais je crois que pour que l'on puisse comprendre, il faut d'abord poser un peu rapidement le diagnostic. Sinon, on ne comprendra pas pourquoi nous le faisons de cette manière-là. Tout à l'heure, vous avez, c'est pas 7 milliards, c'est plutôt 700 habituellement que les gens citent comme chiffre. Mais en réalité, quand vous regardez les importations du Congo, à partir des chiffres qui rentrent du GIOT, vous allez vous rendre compte que 738 milliards, c'était en 2018. Et que depuis, nous sommes montés, depuis 2019, on est monté à plus de 1200 milliards. 1200 milliards. 1200. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, les gens excluent les produits agroalimentaires. Voilà. Prenez les chiffres du GIOT, cherchez chaque ligne, et isolez les produits alimentaires. Vous allez voir que si vous intégrez les produits agroalimentaires, nous sommes à plus de 1200 depuis 2019, 2020 y compris. Il faut intégrer ça, parce que regardez, actuellement, les gens se plaignent du prix de l'huile. C'est un produit alimentaire. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on ne compterait pas l'huile dans les importations du Congo? Donc, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est beaucoup plus grave que ça. Alors, nous sommes donc un pays importateur, et nos importations alimentaires aujourd'hui représentent à peu près 40% de nos importations. C'est énorme. Et là, je suis en valeur. Mais le problème, c'est qu'importons-nous? Parce que pour apporter des réponses, nous devons savoir ce que nous importons. Et vous allez voir, quand vous analysez toujours ces chiffres, et là je prends les chiffres de 2021, vous vous rendez compte que l'essentiel de nos importations sont animales au sens générique. C'est-à-dire que vous allez y trouver de la volaille, de la viande, des produits halieutiques, donc du poisson, etc. Essentiellement ça. Voire même plus de 80%. Et dans tous ces produits, ce que nous importons le plus, si on prend le tonnage, c'est d'abord la volaille. Le deuxième produit, c'est la viande de porc. Le ratio volaille-porc est tel que nous consommons 2 fois plus de volaille que de porc. Et ensuite arrive la viande bovine, du poisson, les ovins, etc. Mais dans d'autres chiffres, dans d'autres données, vous allez voir que nous importons beaucoup d'oignons, de haricots blancs. Au niveau du fruitier, c'est la banane douce que nous importons. Voilà, donc vous avez un certain nombre de choses comme ça. Mais après, donc si nous devons résoudre le problème des importations, c'est pas compliqué. Attaquons-nous d'abord à ce que nous importons le plus. Donc ce sont des produits d'élevage, toute forme d'élevage, animaux, poissons, etc. Voilà, fondamentalement. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important. Mais si on veut réellement peser, améliorer la balance commerciale agricole du Congo, il faut d'abord s'attaquer à ces choses-là. C'est là le cœur d'abord. J'ai dit qu'il fallait que je vous présente ce schéma pour que vous compreniez après ce que le gouvernement envisage de faire, pourquoi le gouvernement le fait de cette manière. Mais après, il faut se poser les questions, mais pourquoi est-ce que ça ne se développe pas chez nous? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tant que ça de l'élevage? Parce que les acteurs sont confrontés au problème de l'aliment. Discutez avec tout éleveur, il va toujours vous dire que j'ai un problème d'aliment. J'ai abandonné, j'ai fini par vendre. J'étais à Agri-Congo samedi. Les éleveurs d'Agri-Congo, qu'est-ce qu'ils me disent? Monsieur le ministre, on a tout vendu parce que... C'est donc le problème numéro 1? Pardon? C'est le problème numéro 1? Le problème numéro 1. Pourtant, ils ont une fabrique d'aliments de bétail juste à côté. Ils ont fini par vendre parce que c'est trop cher. Tous les acteurs vous le diront, même les pisciculteurs. Alors, donc le problème pour nous, fondamentalement, si on veut résoudre le problème, c'est de nous attaquer à ces intrants qui sont nécessaires à la fabrication de l'aliment de bétail, que sont le maïs, le soja. Nous avons même mis le sorgho, le niébé, une forme de haricot qu'on peut utiliser également dans la pisciculture. Vous voyez, donc, il y a un certain nombre d'actions
Alors, c'est pas que ça, mais ça, c'est le cœur, je dis. C'est le cœur. Mais pour y arriver, après, vous avez d'autres choses, telles que les engrais, qu'on en a besoin. Vous avez besoin de machines agricoles. Mais le cœur, si on veut impacter la balance commerciale, c'est d'agir là-dessus. C'est très important. Vous vous rendez compte, on dépense à peu près 80 milliards sur la volaille. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui sort du Congo qui va à l'extérieur. Et je suis sûr que les gars doivent minorer un peu parce que au moment de payer la douane, je crois que, bon, encore que là, bon, ils peuvent s'en sortir, mais je crois que c'est un peu minoré. Mais 80 milliards, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est-à-dire que si vous arrivez à transformer ça, ne serait-ce que partiellement, en emploi local, eh bien, ça fait beaucoup de richesse dans le pays. Alors, je m'arrête un peu là, mais après, je peux énumérer les actions. Et vous allez voir que ce n'est que la réponse à ce que je viens de vous présenter, la manière de le faire. Voilà. Pour ne pas... Si vous me laissez parler, je peux aller jusqu'à... Non, en réalité, si je vous comprends très bien, votre stratégie... très bien. Donc, à partir de là, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs. C'est-à-dire que si vous regardez dans le plan national de développement, nous avons le dernier dans notre schéma. Le dernier, c'est d'abord passer la base. Nous pensons qu'il faut renforcer les ressources et compétences du ministère, qui lui va appuyer les acteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des ressources matérielles, telles que disposer des terres que nous pourrons mettre à disposition des investisseurs. Acquisition du matériel agricole, des tracteurs, ce que nous sommes en train déjà de faire. Nous pensons que nous devons relancer les centres d'exploitation de machines agricoles et disposer en 4 ans d'à peu près un minimum de 200 tracteurs. Je tiens compte des réalités financières, mais si on a déjà 200, ça va impacter significativement. Voilà, donc nous avons un certain nombre de choses comme ça. La formation, nous envisageons même de former des jeunes sur l'utilisation, la réparation de tracteurs, etc. etc. Nous avons des objectifs, des programmes autour de l'amélioration des conditions d'exercice des acteurs. C'est très important. Parce que pour faire l'agriculture, il faut des acteurs. Alors là, je pense fondamentalement aux acteurs nationaux. Le Congolais n'est pas comme le Camerounais ou l'Ivoirien. L'agriculture chez nous a encore a une image négative. Les gens ont une attitude défavorable. Donc, il faut les mobiliser. Et une manière pour nous de le faire, c'est d'améliorer leurs conditions. D'où la notion, par exemple, de zones agricoles que nous ouvrons à leur profit. Nous avons également des ambitions en termes de production de ces intrants nécessaires à la fabrication de l'aliment de bétail que j'ai évoqué tout à l'heure. Et nous avons des ambitions sur la production, justement, animale et halieutique et la production végétale. Nous nous adressons à tout le monde, c'est-à-dire que nous avons segmenté les acteurs parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes besoins. Si je prends les grandes entreprises, elles s'intéressent beaucoup au climat des affaires. Nos entreprises agricoles sont très embêtées. Et tout à l'heure, on parlait de la fiscalité. Il y en a qui se plaignent. Comment se fait-il que j'importe une moissonneuse, je paye 18% de TVA? Pourquoi? Vous voyez, encore. Les tracasseries, etc. Donc, les besoins ne sont pas les mêmes. Si vous prenez les exploitations familiales, elles ont besoin d'un soutien un peu plus dense de la part du ministère. Et nous avons, le cœur de notre stratégie, c'est par exemple ces zones agricoles protégées, parce que nous pensons qu'on peut aller assez rapidement dans l'augmentation de la production. Chaque fois que nous créons une zone agricole, c'est un espace de production. Et vous additionnez la production, je prends le cas du manioc, chaque zone agricole que nous ouvrons consacre 20 à 25% au manioc. Est-ce qu'on peut savoir la particularité d'une zone agricole pour comprendre évidemment si ces stratégies peuvent répondre aux besoins et aux objectifs poursuivis par le gouvernement? Alors, c'est que... La particularité d'une zone agricole. Justement. Nous sommes dit qu'il faut améliorer les conditions parce que les gens n'ont pas toujours le financement pour commencer. Et donc, c'est une forme de financement en nature que nous apportons en aménageant un espace. On laboure, on pulvérise, on met parfois de l'eau quand c'est possible. On donne du matériel aratoire, on commence par la semence. Donc, vous voyez, cet espace est créé, on sélectionne les acteurs. Ça peut être un groupement, ça peut être un jeune qui a son projet. Ça, on l'a commencé du côté du Niari. Ça peut être un jeune qu'on sélectionne, on le met là, mais on donne un financement en nature. Et les ventes leur permettent de poursuivre. L'année d'après ou la campagne suivante, nous continuons à apporter un appui, mais qui devient beaucoup plus faible que l'appui de départ. Mais ce sont des espaces que nous créons dans lesquels on définit le profil de production, c'est-à-dire que nous leur disons, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf que nous avons besoin de maïs et de soja, et éventuellement du sorgho, parce que... Et tout cela quantifié? Pardon? Tout cela quantifié?
tout ça. Les résultats attendus. Ah bah oui. Lorsque vous vous lancez dans une zone économique, dans une zone agricole spéciale, oui, vous attendez récolter une quantité bien précise. C'est à eux, c'est pas à l'État, c'est à eux. L'État ne pose pas. Non, nous aidons les producteurs pour que, collectivement, ils nous aident à augmenter la production dans le pays. D'accord. Donc, c'est à eux. C'est un financement pour ces agriculteurs. Voilà. On les aide. Mais nous savons que si nous ouvrons tant d'hectares de manioc, nous pourrons atteindre tel niveau de production. Si nous ouvrons tant d'hectares de maïs, nous pouvons... Voilà. Donc, pour les productions prioritaires pour le gouvernement, il y a un appui en semences. Le reste, ils peuvent se débrouiller, trouver leurs semences d'arachide par-ci, par-là. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'idée générale. Ce que je veux comprendre, Monsieur le ministre, c'est nous sommes dans un processus de planification, PND, Plan national de développement. Il y a des objectifs. Premier pilier du PND. Peut-on savoir annuellement dans vos stratégies, parce que la finalité, c'est de résoudre le taux d'importation. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont vos ambitions annuelles pour essayer de résorber le problème dans tel ou tel secteur, dans telle ou telle variété ou telle spéculation? Est-ce qu'il y a des données spécifiques et ambitions annuellement, par exemple? Alors, là, il y en a tellement que je ne peux pas vous donner production de maïs, mais je vous donne un peu l'esprit. Production de soja, par exemple, vous dites, non, vous prenez un exemple, vous dites, en 2023, nous poursuivons l'objectif d'atteindre X tonnes de production de maïs. Est-ce que c'est quantifié? Alors, vos visions? Si, les objectifs chez nous sont, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'objectifs, il y a des cibles précises et des délais. Nous disons, nous avons fixé nos objectifs par rapport à 2026. Il faudrait que d'ici 2026, on atteigne tel niveau de production. Maintenant, il y a un arbitrage annuel qu'on fait en fonction des ressources qui nous sont allouées. Par exemple, ce qui me revient ici à l'esprit, c'est le manioc. Nous avons dit, 2022, nous devons emblaver l'équivalent de 1000 hectares. Parce qu'avec la variété que nous sommes en train d'utiliser, la variété de l'ITA, Institut international d'agriculture tropicale, on peut avoir 20 tonnes par hectare. Et donc, ça nous permet d'atteindre nos objectifs, par exemple. Le maïs, c'est la même chose. Nous pensons qu'on devrait atteindre, à partir de 2026, un niveau de 20 000 tonnes de production de maïs. Voilà. Voilà. Donc, on a des objectifs comme ça, mais pour y aller, on tient compte des ressources également. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire on va faire 3 000 hectares alors qu'on n'a pas les moyens pour faire 3 000 hectares. Mais le but pour nous, l'objectif, il est bien fixé, il est bien connu, et c'est la modulation annuelle qui varie un peu en fonction des ressources. D'accord. Madame la représentante de la FAO, j'aimerais directement que vous nous disiez quelle est la connexion que vous faites entre votre mission au niveau du Congo et les objectifs du gouvernement. Que pouvez-vous apporter en termes de soutien, en termes d'appui pour permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs agricoles? Merci infiniment. Permettez-moi d'abord donc de remercier infiniment Monsieur le ministre de la Coopération internationale et du partenariat public-privé pour nous avoir invités à ce forum très intéressant, et en même temps remercier tous les partenaires ici présents, les membres du gouvernement avec qui nous travaillons déjà, et en l'occurrence Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui en même temps tient la tutelle technique de la FAO, de par son essence même et des actes constitutifs de la FAO. D'emblée, je voudrais rappeler que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en sigle FAO, est une agence intergouvernementale, un peu par rapport à des programmes ou encore les organisations qui n'ont pas été créées par des États membres. Donc, c'est une agence spécialisée des Nations Unies qui a son siège à Rome, son directeur général, le docteur Chu Dong-yu, son organe suprême de gouvernance, qui est la conférence, c'est un peu le genre de conseil d'administration, et qui est quand même différent de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc, si vous voulez,
c'est la conférence formée par les États membres qui ont créé la FAO le 16 octobre 1945. Ça date de son anniversaire et pour lequel est décrétée Journée mondiale de l'alimentation chaque année. Donc, si vous voulez, la FAO n'est pas gouvernée par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle est gouvernée par la conférence constituée par les États membres qui lui en exigent et qui approuvent donc tout le mécanisme qui doit régir l'organisation. Donc, la FAO, et je voudrais vraiment rappeler à toute l'assistance que la FAO, c'est le sigle anglais de Food and Agriculture Organization, mais pas Fonds mondial. Je reçois beaucoup de lettres même d'universitaires qui disent « Madame le représentant du Fonds mondial, Madame le représentant de l'organisation de financement de l'agriculture ». Donc, s'il vous plaît, FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et donc, à proprement parler, la FAO n'est pas un bailleur de fonds. Mais la FAO, si vous voulez, dispose d'un vivier de compétences et d'expertise pointue dans les domaines de l'agriculture au sens large, donc qui implique l'agriculture, l'élevage, la pêche, les forêts, le foncier, le changement climatique, le développement durable, la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle également. Alors, la FAO, comme j'aime à le répéter, c'est votre partenaire stratégique. Quand je dis toujours la FAO, c'est votre organisation. Parce que l'État membre a accepté l'établissement de la FAO, comme tous les autres agences intergouvernementales d'ailleurs. Donc, nous existons chez vous et nous sommes là pour supporter, pour assister, pour appuyer le gouvernement dans les domaines dont je venais de spécifier tout à l'heure. La FAO, depuis 2021, le 18 juin 2021 exactement, a changé de cadre stratégique. On change pour que la FAO soit plus agile, plus efficace, plus efficient. Et maintenant, donc, les objectifs, les piliers de la FAO consistent pour rendre les transformations des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus résilients, plus inclusifs. Donc, la FAO a adopté comme nouveau cadre stratégique les 4 piliers pour une amélioration de la production, une amélioration de la nutrition, une amélioration de l'environnement, une amélioration des conditions de vie, et sans laisser personne derrière. Donc, si vous voulez, c'est par rapport à cela, je voudrais d'abord porter ce niveau global, comme on a l'habitude de faire, c'est du global vers le local. Nous sommes maintenant donc au Congo. Nous avons suivi avec intérêt ce qui a été dit depuis le premier panel. Nous avons suivi avec fort intérêt et attentivement ce que Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche disait tout à l'heure. Et donc, nous avons engagé avec le gouvernement tous les appuis nécessaires, les assistances dont le gouvernement demande à la FAO et qui relèvent du mandat de la FAO dans ces 4 piliers. Soyez un peu plus concret, madame, soyez un peu plus concrète. Lorsqu'on parle des appuis au gouvernement, ceux qui sont là, qui sont peut-être acteurs agricoles et qui attendent des appuis, des assistances, aimeraient savoir, quand vous parlez d'appui, c'est en termes de quoi? Quand vous dites, nous allons appuyer le gouvernement, prenons le cas de la spéculation maïs. Que peut faire la FAO pour améliorer la productivité du Congo dans ce secteur maïs, dans cette spéculation maïs? D'accord. Comme je le disais, je pars du global pour arriver au local et donc le local est très très clair dans le postulat du PND. Ouais. Déjà pour l'agriculture, le postulat du PND dit que l'agriculture est vraiment le secteur qui n'est pas développé. Disons les choses vraiment clairement. Depuis, je dirais une vingtaine d'années, pour ne pas prendre comme référence les années 1990, suivant des raisons diverses. Donc, l'agriculture n'a pas été le secteur le plus vu, et ce qui a fait que tout le système agricole, si je puis m'exprimer, s'est effondré. Vous êtes d'accord avec moi que le système, la recherche agronomique recommence maintenant
à se relever. Le système semencier qui est à la base de toute production agricole, de l'agriculture et même de l'élevage, parce qu'il faut aussi penser à ça, est complètement effondré. Le système donc d'appui aux producteurs est en train maintenant d'être relevé par la politique, la stratégie du ministère de l'Agriculture. Et la FAO appuie le gouvernement concrètement à relever tout cela et nous développons un programme puisque nous avons appuyé plusieurs politiques comme le schéma directeur de la recherche agronomique appliqué au développement agricole, le plan national semencière assorti de son plan d'action, la stratégie nationale d'utilisation des pesticides et bien d'autres encore. Et donc c'est par cela que nous avons assisté jusqu'à maintenant pour doter le pays de tous ces outils importants et fondamentaux pour développer une agriculture résiliente, efficace et productive et qui ne laisse personne derrière. Donc concrètement, nous avons produit ces plans-là, nous avons fait part de cela au gouvernement. D'accord. Nous avons également, et ça je crois c'est très important, nous avons fini le recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Donc, ce pays dispose des statistiques agricoles qui ont été validées, approuvées depuis fin 2019. Qui servent à quoi ces statistiques? Voilà. Et donc, à quelle fin? Aux fins de planification dans le secteur agricole. Ça, c'est très important. Si on ne dispose pas de statistiques, de base factuelle, il est très difficile de planifier dans le doute ou encore de faire du pilotage à vue. Maintenant, avec la stratégie du ministère de l'Agriculture, qui consiste maintenant à renforcer les capacités des producteurs, la FAO, je pense, est un des meilleurs partenaires stratégiques pour vous accompagner. Le maïs fera l'objet d'un projet sur les semences, d'un projet donc de mise en œuvre d'un système semencier, donc pour lequel nous allons travailler. Donc, je crois que c'est important. D'accord. À votre gauche, vous avez un praticien, un entrepreneur qui, au quotidien, essaie de développer des stratégies, s'attend de votre part et peut-être de la part du côté du gouvernement des interventions. Monsieur Michel Djombo est entrepreneur, il est président directeur général de SAAGRI. Pour ceux qui vous suivent, monsieur Djombo, même pour madame de la FAO, est-ce que vous pouvez brièvement, en quelques 5-6 secondes, nous parler de SAAGRI? Ça tourne à quoi exactement, SAAGRI? Merci pour la parole. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée de remercier les organisateurs du forum, principalement le ministère de la Coopération internationale et des PPP, pour cette nouvelle tribune qui est donnée à l'agriculture, qui est l'un des piliers de notre développement. Aucun pays ne s'est jamais développé sans avoir mis en avant d'abord son agriculture. J'aimerais aussi, avant de parler de SAAGRI, mentionner quelque chose qui est souvent éludé. C'est le fait que notre gouvernement a mis en place un cadre fiscal et douanier très avantageux qui va dans le sens de l'encouragement de l'investissement dans notre secteur. Et ça, c'est à saluer. Je suis acteur du secteur privé. Le secteur privé n'est pas le dernier à se plaindre des fois quand il y a des difficultés. On doit aussi être le premier à dire quand il y a des avancées. Cependant, il faut quand même dire que la structure même du secteur agricole fait que, je ne veux pas m'avancer sur les chiffres, mais au moins plus de 90% des acteurs sont des petits producteurs, des petits paysans, pour ne pas être péjoratif. Et ces acteurs-là n'ont pas la taille critique ou ne sont pas toujours formalisés pour pouvoir pleinement bénéficier de ce cadre. C'est pour ça, des fois, que malgré ce cadre incitatif qui est mis en place, on a un peu l'impression qu'il manque une brique qui pourrait aller permettre que ce cadre atteigne le petit producteur. Et donc, à SAAGRI, mais pas seulement, à travers aussi la Fédération Agriculture, Élevage et Pêche du patronat congolais Unicongo, nous sommes en train de plancher sur un projet de hub agricole. On cherche à mettre en place une solution, à conceptualiser une solution d'agrégation des compétences, agrégation des moyens,
pour faire évoluer autour d'acteurs de taille intermédiaire, des PME, des TPE, tous les petits producteurs qui, chacun dans leur secteur, pourraient venir et bénéficier de cette synergie qui pourrait créer dans ces hubs et ces clusters. Comme ça, ça permettrait de mutualiser les besoins. Ce cadre incitatif dont je parlais, qui est déjà douanier avec l'exonération totale des droits des taxes douanières, la TEC et de la TVA à l'importation, ils pourraient dans ce cas-là en bénéficier parce qu'ils auraient des besoins plus importants. Ils pourraient, dans le cadre de ces clusters, trouver des financements, permettre d'attirer des prestataires de services comme par exemple des prestataires de mécanisation agricole, etc., etc. Donc le cadre, on va dire administratif, légal est posé. Au secteur privé de se mobiliser pleinement pour pouvoir créer les conditions de saisir ces opportunités. Voilà, donc il y a encore un peu de travail à faire des deux parties et le privé doit aussi être volontaire sur les investissements dans notre secteur. Pour ce qui est de CEAGRI précisément, CEAGRI est la filiale au Congo d'un groupe sud-africain, VS Agri. Et pour revenir un peu sur ce que fait notre groupe en Afrique du Sud, je vais d'abord faire une parenthèse sur le fonctionnement des coopératives agricoles en Europe. Rapidement. En Europe, les agriculteurs sont producteurs et rien d'autre. Vous produisez, vous mettez à disposition en sortie de champ, en sortie d'élevage, les produits de votre travail et derrière, le relais est pris par toutes sortes de services d'assistance des coopératives principalement. En Afrique du Sud, le modèle est le même, simplement qu'il est conduit par des sociétés privées. Donc notre groupe en Afrique du Sud fait tous les services et produits autour de l'agriculture et de l'élevage. Ça part de l'accompagnement agronomique, l'accompagnement technique sur les élevages, l'analyse de sol, à la production d'intrants et l'accompagnement sur la commercialisation. Et donc, pourquoi je fais cette parenthèse? Parce que l'objectif de CEAGRI, c'est étape par étape de déployer l'ensemble de ces services qui sont mis en œuvre dans notre groupe en Afrique du Sud. Aujourd'hui, la première brique qui a été mise en place, c'est de la production d'intrants à Dolisie, grâce au gouvernement qui nous a mis à disposition un site qui nous a permis de nous déployer plus rapidement que si on devait tout commencer ex nihilo. On a mis en place une production d'engrais. Donc aujourd'hui, on peut fièrement dire qu'il y a des engrais qui sont made in Congo, de qualité et garantis adaptés à nos cultures et à nos sols. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été réalisé par CEAGRI. Mais au-delà, nous n'aimerions pas être perçus comme des vendeurs d'engrais ou des vendeurs d'intrants. Nous sommes des apporteurs de solutions. En cela que lorsque les agriculteurs viennent vers nous en disant, je vais parler technique, je voudrais du NPK, qui est l'un des engrais les plus utilisés dans l'agriculture, nous leur répondons d'abord, quelle culture voulez-vous mettre en œuvre? Quel est votre besoin? Et où cultivez-vous? Afin même peut-être que nous venions faire une analyse de sol et puissions proposer l'engrais le plus adapté. Et pourquoi nous avons cette démarche? Je vais vous dire. Moi, je suis agriculteur entrepreneur agricole, parce que je vous avouerai que j'ai pas la main verte, je ne sais pas planter, je ne sais que faire planter malheureusement. Je suis entrepreneur agricole depuis 9 ans et dans ma première vie avant de lancer CEAGRI, en tant qu'agriculteur, en tant qu'entrepreneur agricole, nous étions confrontés au manque d'intrants de qualité. Mais même lorsque nous trouvions des intrants de qualité, nous n'étions pas toujours outillés pour les utiliser au mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intrants qui sont importés venant d'environnements différents que ceux du Congo, qui ne sont pas toujours adaptés, qui ne sont pas toujours efficaces. Ouais. Donc, si vous êtes laissé au milieu de nulle part comme utilisateur de ces produits sans aucune assistance, vous avez des difficultés. Donc, le premier challenge de CEAGRI, c'est d'apporter cette assistance. Et en cela, je pense que le terme est bien placé dans le cadre qui nous réunit aujourd'hui. On se positionne presque comme un partenaire de l'État, dans le sens pas formel de la chose, mais dans le sens qu'on complète l'action de terrain de l'État en accompagnant les petits producteurs. En quoi faisant concrètement? Pardon? Y a-t-il une formalisation de votre intervention? Vous avez suivi, nous sommes dans le cadre d'un partenariat public-privé. Il y a donc à construire des ponts entre le public et le privé. Comment entendez-vous de formaliser vos interventions, les intégrer dans la vision du gouvernement et se mettre dans cette stratégie de développement agricole selon, bien évidemment, les visions qui sont celles du gouvernement?
Déjà d'emblée, comme je l'ai précisé, nous opérons sur un site qui appartient à l'État, qui nous a été loué à des termes concessionnaires. Donc déjà en ça, l'État a beaucoup apporté à la création de notre société. Ensuite, nous avons suivi un peu comme tout le monde des annonces qui ont été faites sur les développements de mines. Et il faut savoir que le Congo est l'un des seuls pays au monde, on va dire qu'il y en a 2 ou 3 autres dans le golfe de Guinée, qui a l'ensemble de mix de richesses naturelles pour produire tous les intrants agricoles, tous les éléments constitutifs des engrais. Et donc, je précise cela parce qu'il y a quelques mois, le ministre de la Coopération internationale en charge des PPP, justement, a annoncé un projet potentiel dans la production d'engrais à Pointe-Noire. Et ça, nous y sommes très attentifs parce que, bien évidemment, un tel projet industriel, il va se déployer dans l'aval, dans l'amont, pardon, mais il aura besoin d'acteurs de l'aval qui pourront aller distribuer ces produits, qui pourront aller les vulgariser et assurer tout le service après-vente auprès des producteurs. Donc, à ce stade, nous ne sommes pas formellement dans un partenariat avec l'État, mais je pense qu'une fois que les mines produiront, une fois qu'une usine d'engrais sera en place, qui est donc la première transformation utile aux intrants, on pourra pleinement entrer en partenariat avec l'État. D'accord. Monsieur Makaya, vous arrivez de Brasserie du Congo et vous voulez partager avec nous une expérience qui se déroule à votre niveau. De quoi est-il question? On parle de plus en plus de local sourcing. Quelles sont finalement les perspectives pour Brasco dans cette stratégie local sourcing? En termes de maïs, par exemple. Merci, M. Goma. Le local sourcing pour Brasco, c'est l'utilisation des matières premières produites au Congo pour la production de nos bières. Je m'explique. Pour produire la bière, jusqu'à 2018, nous importions 100% des matières premières. Depuis 2019, nous avons décidé de démarrer un programme qu'on appelle Local Sourcing, c'est de l'approvisionnement local. Nous avons donc commencé dans le district, on a commencé dans le district de Boko, dans le Pou, avec l'orge. On est allé dans le Niari à Kibuba, le Vakou, pour la même culture de l'orge. Nous sommes en 2019. La même année, nous avons décidé de réduire nos importations de maïs. On a donc commencé à acheter localement chez SGMP à Pointe-Noire, la Société des Grands Moulins du Phare. En 2020, nous avons augmenté nos achats de maïs chez SGMP. Nous avons aussi commencé à travailler pour soutenir la filière riz à Louvakou avec AgriRessources. 2021, nous avons acheté du riz chez AgriRessources, mais la quantité n'était pas celle qu'on voulait. Nous avons donc signé un partenariat avec JICA, qui est la coopération technique japonaise, pour soutenir la production de riz, pour aider les producteurs de riz. Parce que la bière, en RDC par exemple, elle est produite avec du riz. C'est une bonne bière. En 2021, nous avons continué à accroître notre achat en local en maïs. L'objectif, c'est toujours de réduire les importations de matières premières. En 2022, nous achetons 100% de maïs localement chez SGMP. Parallèlement, nous sommes en train de mener des essais dans plusieurs localités. Ce sont des essais d'orge et plus récemment, nous avons lancé en 2021 des essais sur le sorgho. Il y a Kibuba, Louvakou, Boko, Inoni, Imboulou, Lekana. Et les essais sur le sorgho sont très concluants. Par contre,
L'orge, qui est une culture des zones tempérées, c'est un peu plus difficile. Mais nous continuons à faire ces essais sur l'orge. Sur le sorgho, c'est très prometteur. Et après, le moment venu, il faut que tout le monde puisse jouer le jeu. Nous, Brasco, nous sommes décidés à produire une bière avec des matières premières qui ont été produites au Congo. Objectif zéro importation. Déjà, d'ici combien d'années? Déjà, en 2025, notre objectif, c'est d'arriver à 60%. En 2025. 2025, 60%. nous voulons arriver à 60% d'achats locaux. Ce qui est important parce que ça nous permet de réduire de façon significative notre besoin déjà en Forex. Parce que lorsque vous achetez à l'étranger, vous importez, après il faut payer le fournisseur. Donc, si on augmente nos achats locaux, ça permet de réduire notre besoin de devises. Et nous disons que nous avons un avantage parce que nous faisons partie du groupe Heineken. Et Heineken a une expertise très importante dans le domaine. Heineken a mené avec succès ses expériences sur le local sourcing en Éthiopie avec la culture de l'orge, en Sierra Leone avec la culture du sorgho, au Nigeria avec le sorgho, au Rwanda avec le maïs, au Burundi avec le sorgho et l'orge, et en RDC avec le riz. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher chez nous. Nous croyons, dur comme fer, que ça peut marcher au Congo. En tout cas, nous voulons. Après, il y a d'autres partenaires, il y a des parties prenantes. Il y a les agriculteurs, il y a les pouvoirs publics, il y a les coopératives pour faire une production importante afin que nous puissions acheter et fabriquer nos bières sur la base des matières premières qui ont été produites dans notre pays. Voilà l'objectif. Monsieur le ministre, cela m'amène à parler de ce que j'appellerais vos relations, donc relations État avec certaines démarches des privés comme les brasseries du Congo. Quel est le regard que vous faites de l'ensemble de ces initiatives qui sont peut-être un peu partout à travers le pays, mais Brasco, objectif 60% d'achat local, c'est un objectif majeur. Comment entrevoyez-vous accompagner cette initiative des brasseries du Congo? Gouvernement congolais, bien sûr. Oui, mais moi je vois un lien direct avec ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais faire, c'est un partenariat avec, par exemple, Brasco, autour de ce qu'on appelle l'agriculture contractuelle. Nous avons beaucoup de producteurs et on va avoir beaucoup de producteurs. C'est-à-dire qu'on a un minimum de 10 groupements par zone agricole. Donc, aujourd'hui, je crois que nous sommes autour de 800 actifs mobilisés déjà, qui produisent, qui vont avoir du maïs, y compris même le riz, on va le faire, parce que Kitamba, Moussenzo, dans la cuvette, tout ça, on va faire du maïs, on va faire du riz, etc., tout ce qu'il dit. Il y aura des producteurs. Et j'ai toujours considéré que les zones agricoles protégées que nous sommes en train de mettre en place seront en quelque sorte les piliers de l'agriculture congolaise. Parce qu'avec ces actifs, on va voir émerger justement ce genre d'initiative et même l'agroalimentaire. Parce que sans fournisseur, vous ne pouvez pas. Donc pour moi, il n'y a pas de... Le lien, il est là. Il faut simplement que notre ami sache qu'on a une très grande initiative en matière de maïs qui va commencer à partir de septembre pour la grande campagne, qui lui permettra peut-être d'acheter moins cher le maïs, parce qu'il ne faut pas oublier la question du coût. Produire localement, acheter localement, oui, mais si c'est pour acheter, payer 2 fois plus, non. Ouais. Mais nous avons une initiative et on a besoin des acteurs comme Brasco pour venir s'approvisionner, et c'est ce que nous voulons faire, donc l'agriculture contractuelle, et on aura besoin de l'engrais. Malheureusement, actuellement, ça coûte un peu cher. Sans engrais, on ne peut pas faire de maïs de façon rentable, et sans acheteurs, on ne peut pas non plus gagner de l'argent. Merci. Monsieur le ministre, avant qu'on passe la parole au public qui est aussi nombreux dans la salle, j'aimerais que vous me disiez quelque chose sur les avantages que le gouvernement peut tirer du modèle de partenariat
aujourd'hui entre le Congo, notre pays, bien évidemment, la société Eni et la société Venturège sur la culture du raisin au Congo? Alors, je crois que pour parler de leçons ou avantages, il faut d'abord qu'on laisse la chose se faire. Le projet RICE est encore dans la phase d'étude. C'est-à-dire qu'on est au niveau de l'étude de faisabilité. Il y a un certain nombre d'expériences qui sont faites au CATREP. Au CATREP, c'est une structure du ministère de l'Agriculture qui est dans le Kwilu. Voilà. Ils sont en train de tester les variétés de ricin pour voir quelles sont celles qui produisent le plus. Ça marche, ça pousse, mais ce qui les intéresse, c'est surtout le rendement. Donc, c'est après que l'on pourra voir quel avantage ou comment généraliser ce type de partenariat. Mais je crois que c'est plutôt de façon générale qu'il faut voir les choses. Comment développer ou quel type de partenariat public-privé développer dans l'agriculture congolaise? Voilà. Et je dois vous dire que ça existe déjà, les PPP, même si ce n'est pas formalisé tel qu'on les connaît. Exemple, aujourd'hui sur la semence, même si nous allons élargir notre partenariat avec la FAO, les deux universités, Voilà. nous avons un partenariat sur la semence avec l'Institut international d'agriculture tropicale, un PPP, si on veut dire ça, à paiement public, c'est-à-dire qu'une partie de l'argent d'un projet est affectée à cet institut pour développer de la semence avec nos jeunes producteurs dans le pays. Donc ça existe, mais pour parler de leçons, laissons d'abord les acteurs mettre en place le projet ricin et à ce moment-là, nous verrons comment finalement le généraliser. Alors, pour le ricin, précisément, je pense que ça pousse chez nous et on ne devrait pas seulement laisser à Eni la liberté d'extraire l'huile. Nous pouvons produire, extraire l'huile. Les unités d'extraction existent. Taper sur Internet en Chine, c'est facile. Et vendre aussi l'huile à Eni. C'est là où il y a l'argent. Pas simplement de vendre les graines. Merci. Vous avez parlé de formaliser les partenariats qui ne sont pas encore formalisés. Brièvement, comment arriver, quoi faire pour formaliser ces partenariats, pour les rendre plus dynamiques? Alors, moi je crois qu'on a un ministère. Ouais. J'espère qu'il nous sera utile à ce niveau-là. Sinon, s'il n'y a pas de texte pour cela, ce sera un contrat. Un seul contrat que l'on peut étudier pour... Mais nous voulons être là en tant que public pour aider, pour faciliter le lien que l'on peut créer entre un privé et ses producteurs. Ouais. Voilà par exemple. Nous avons également comme ambition de développer ces partenariats dans le transport de produits agricoles. Voilà. Le ministère a dans ses objectifs, et on a commencé, comme idée d'acquérir des véhicules, mais nous ne voulons pas les gérer nous-mêmes. Nous voulons signer un partenariat pour que l'acteur privé aille prendre les produits dans des zones enclavées et les amener dans... Nous pouvons ici en avoir au niveau des marchés. Nous sommes en train de construire, on va commencer à construire un marché, mais on ne veut pas le gérer. On peut également trouver un partenaire pour... Donc, il y a des initiatives. D'accord. Je ne suis pas seul. Nous avons des milliers de personnes dans la salle. Nous allons, mesdames et messieurs, prendre quelques 3 ou 4 questions avant de mettre un terme à ce deuxième panel. Oui, à gauche, à l'extrême gauche, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait des micros dans la salle? Est-ce qu'il y aurait des micros baladeurs, madame, s'il vous plaît? Ça marche. Au fond, là-bas. Présentez-vous et dites clairement à qui vous orientez votre question. Merci beaucoup. Je suis Dané Michel Miyakwama, propriétaire d'une entreprise de distribution de produits naturels, mais aussi de production d'huile essentielle. Ma question sera orientée vers le ministre en charge de l'Agriculture, mais particulièrement vers le ministre en charge de la coopération internationale et du partenariat public-privé. D'accord, d'accord. Allez-y. Merci. Grâce à l'installation de la communauté islamique dans notre pays, les produits naturels, les épices, même les huiles essentielles sont beaucoup appréciés sur le marché. Et je suis d'accord avec le ministre de l'Agriculture pour dire que, oui, on peut relancer l'agriculture grâce au modèle de PPP pour booster notre économie, pour booster notre développement. Seulement, il y a plusieurs préoccupations qu'il faut prendre en ligne de compte.
les contrats de partenariat public-privé qui lient une personne publique à une personne privée répondent à plusieurs préoccupations. Un, la rareté des deniers publics. Il y a une crise de finances publiques. Les opérateurs privés peuvent apporter des fonds pour financer des grands projets. Deux, c'est effectivement pour bénéficier de l'expertise du privé. Il est clair que l'État ne peut pas réaliser beaucoup de projets. Et c'est justement l'objet des contrats de partenariat public-privé. Et enfin, c'est d'assurer la diversification économique. Seulement, ces contrats sont des contrats à mission globale qu'on confie à un opérateur économique et ça comporte énormément de risques. Un, des risques juridiques, des risques politiques. C'est pour ça que le gouvernement change. Ces risques-là sont généralement assumés par les personnes privées. Voilà pourquoi dans le projet de loi que le ministre de la Coopération et de la Promotion du partenariat public-privé entend porter, j'aurais souhaité que figure la question relative au partage de risques qui n'existe même pas en France. Parce que l'ordonnance française du 17 juin 2004, modifiée par la loi de 2008, ne précise aucune disposition relative au partage de risques. Or, c'est ce qui motive les opérateurs économiques. Est-ce qu'on serait tenté d'investir dans un pays où nos actifs pourraient être menacés? Pas du tout. C'est plutôt la question de risque, de l'aléa, de l'éventualité qui préoccupe les opérateurs économiques. C'est pour cela que le ministre en charge de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé doit prendre en considération cette question-là. Ensuite, une deuxième préoccupation. Rapidement, vous n'avez que quelques secondes. Ouais. Les contrats de partenariat public-privé dérogent à plusieurs règles de droit public. Par exemple, la règle de maîtrise d'ouvrage public. Parce que ce sont des contrats de très longue durée et l'opérateur économique peut financer le projet, le concevoir, le réaliser, l'exploiter et pendant toute l'exécution de ce contrat, il dispose des droits réels. Il peut même donner un ouvrage public en location, quelque chose comme ça là. Donc, c'est pour cela que orienter tout notre développement vers le partenariat public-privé, il faut prendre ça très en considération. Merci. Merci. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y aurait une réponse, une réaction par rapport à la préoccupation de notre jeune entrepreneur? Est-ce qu'il y aurait un autre micro? D'accord. Merci. Merci. Bon, je constate déjà que la question posée n'a rien à voir avec le thème qui est développé par le panel, qui concerne la relance de l'agriculture pour booster le développement économique. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je vais quand même répondre assez brièvement à cette question, puisque elle touche à des dispositions contenues dans le projet de loi que nous allons examiner. Et je tiens à rassurer notre ami et notre frère que la question des risques est pleinement prise en compte dans la préoccupation du législateur. Cela voudrait dire de façon claire et précise que dans le partenariat public-privé, qu'il y ait un changement de gouvernement ou pas, ce n'est pas la question. Ce n'est pas une question politique, c'est une question purement économique. Que le gouvernement change ou pas, le risque financier est pris par le partenaire privé. Ce n'est pas l'État qui prend le risque. L'État, en réalité, met à disposition une plateforme d'actifs que le partenaire privé s'engage à financer, à développer, à exploiter dans le cadre de l'amortissement d'un financement. Donc, la question du risque, en réalité, est pleinement prise en compte par la loi. Et cela, vous le verrez lorsque le projet de loi sera adopté par le Parlement. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Une autre question rapidement, Madame, s'il vous plaît, juste derrière Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Ngoma, pour la parole. Alors, j'ai une question adressée à Monsieur le ministre, parce que tout à l'heure, il a parlé formation. Parlons effectivement de cet investissement sur le capital humain. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en ce qui concerne tout ce qui est formation des jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, mais qui ne sont pas suffisamment formés à ce niveau? Je me souviens qu'on aborde régulièrement cette question, mais est-ce qu'il y a eu vraiment des avancées également en ce qui concerne le volet formation? C'est ça ma question. Merci. Merci, Madame. Monsieur le ministre. Oui, rapidement. Au Congo, la formation agricole n'est pas gérée par le ministère de l'Agriculture, Élevage et Pêche. Mais quand ils cherchent du boulot, ils viennent me voir. Bon, simplement, nous avons développé un modèle de formation en alternance. On a réfléchi avec mon conseil à la formation qualifiante et c'est ce que nous allons mettre en place. Ça va viser principalement des jeunes qu'on qualifie entre guillemets de décrocheurs, mais qui s'intéressent à l'agriculture,
ou même ceux qui veulent se qualifier ou se reconvertir, etc. Donc, c'est plutôt cette formation-là que nous voulons mettre en place. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez posé la question des collaborations concrètes avec la FAO. Nous avons sollicité un appui pour la formation de ceux qui sont dans les zones agricoles protégées de la part de la FAO, qui a une expérience comme ça. Voilà, donc c'est ce type de formation que nous faisons. Mais pour le reste, on n'a pas la main. Voilà, mais nous avons développé notre modèle que l'on va bientôt déployer en commençant par la formation au niveau de la conduite et l'utilisation de tracteurs et la mécanique agricole. Mais nous prévoyons également d'autres formations, toujours en alternance, autour de l'élevage, de la production végétale. On va utiliser les CAT, les centres que nous avons au niveau du ministère. Voilà, c'est plutôt cette formation qualifiante que nous maîtrisons ou contrôlons. Voilà, merci. Une dernière question. Oui, choisis les jeunes. Oui, allez-y. Derrière le... Oui, oui. Micro. Ah, il est loin. Madame, la parole ici, parce que j'ai visé monsieur derrière le projecteur. Présentez-vous, une question, et dites à qui vous adressez la question. Allez-y. Je suis monsieur Dulva Banyaksa. Je suis promoteur de projets en agrobusiness. Alors, ma question, elle est adressée à monsieur le ministre en charge de l'agriculture, qui nous a parlé des zones agricoles protégées. J'aimerais savoir quels sont les critères pour être éligible quand on est particulier, mais aussi quand on fait partie d'un groupement pour bénéficier d'un espace agricole dans une zone agricole protégée. Merci. Merci, monsieur le ministre. Rapidement. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Simplement qu'il y a des auditions que nous réalisons. Donc, c'est en fonction de votre projet. Et que nous disons, oui, vous pouvez y rejoindre ou pas. Il n'y a pas de critères. Soit de exemple. L'un des critères quand même. Si vous êtes un groupement et que vous voulez rejoindre une ZAP, nous tenons compte de l'ancienneté. Lorsque vous existez depuis un certain temps, pour nous, c'est déjà un élément important. Lorsque vous avez un compte bancaire, c'est un élément important. Pourquoi? Parce que nous privilégions des structures où les gens se connaissent déjà. Parce que quand les gens créent un groupement pour juste saisir l'occasion, ouais, tout à fait. le risque est assez, la probabilité d'échec est quand même élevée. Donc il y a ça, mais nous privilégions aussi ceux qui ont un projet. Ceux-là, il est seul, bon, avec son petit frère parfois, il veut rejoindre une ZAP, bon, voilà, on peut vous prendre. Donc il n'y a pas de critères d'exclusion. C'est beaucoup plus la cohérence de votre projet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous voulez rejoindre une ZAP? Donc, nous nous sommes en train de les ouvrir par-ci par-là. Choisissez le département qui vous intéresse et venez candidater. Et voilà. Tiens, les prochaines auditions, c'est sur Madingou, si ça vous intéresse. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Je crois que s'il y a des informations supplémentaires, le ministre est disposé à vous recevoir entre deux types impôts ou un repas. Il est là disponible ici à Kitele. Je crois que nous allons mettre un terme. Nous sommes arrivés à pratiquement 62 minutes. Nous n'avons qu'une dernière question. Exceptionnellement, et rapidement, une dernière. Exceptionnellement, ici devant. Bon, donnons la parole également à une dernière, vraiment 30 secondes. Mais j'ai le micro, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, le micro. Bonjour, chers tous. Je ne vous vois pas. Je suis là. D'accord. Je suis monsieur Moukassa. Oui. Donc, depuis tout à l'heure, je demandais la parole. Je n'ai pas pu l'avoir, même lors du précédent panel. Et j'ai quand même des éclaircies à apporter par rapport à tout ce qui se fait à l'objet même du forum. Je suis finaliste en master en gouvernance et management des marchés publics en appui au développement durable. Et ma spécialité, c'est particulièrement les PPP. Je suis en train de préparer un mémoire dessus. Et depuis que je suis là, depuis le début du forum jusque-là,
Je me dis que le concept même de PPP n'a pas vraiment été défini ici. J'ai suivi la question de la juriste tout à l'heure, mais la réponse était un peu ambiguë parce que je ne pense pas qu'elle ait compris ce que c'est réellement les PPP. Donc, j'aimerais apporter un éclairci dessus pour définir d'abord, premièrement, les PPP. Est-ce qu'on peut vous donner la possibilité de le faire, par exemple, à la fin, si vous êtes là demain, à la fin du dernier panel, nous vous donnerons volontiers la parole pour nous redéfinir, nous replacer dans ce contexte de partenariat public-privé. On s'est compris? Je vous remercie. Merci. Nous allons donner la parole à 30 secondes à chacun d'entre vous. Commençons par Monsieur Debo. 30 secondes. Les leçons à tirer. Rapidement. Pour conclure, moi, j'aimerais dire que il faut rester positif sur le potentiel de l'agriculture, en particulier dans notre pays. En revanche, il faut peut-être se remettre un peu en question sur le modèle où tout le monde doit être producteur et réfléchir à s'organiser en chaîne de valeur et voir en fonction des compétences de chacun, de chaque entreprise ou de chaque personne physique, quelle est la capacité à s'investir dans tel ou tel niveau de la chaîne agricole. Tout le monde ne peut pas être producteur. Il peut aussi y avoir des prestataires de services, des logisticiens, des transporteurs. Avec la nouvelle technologie, les jeunes connaissent et aiment bien les drones. On peut aller faire de la cartographie agricole et tout ça participe au développement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Makaya, rapidement, 30 secondes. Merci, Monsieur Doma. Pour Brasco, nous disons que nous sommes prêts. Nous avons regardé tout ce qu'il faut. Maintenant, de l'autre côté, il faut que les parties prenantes puissent jouer le jeu pour qu'on puisse réussir ce projet sur le local sourcing. Merci. Madame la représentante de la FAO. Oui, je pense, donc je voudrais aussi partager ma pensée, que booster l'agriculture à travers le partenariat public-privé pour inverser la course est vraiment possible, faisable. Tous les ingrédients sont présents au Congo, aussi bien en termes de terres agricoles, de zones agroécologiques différentes, de volonté politique. Nous avons un État leader, donc qui veut mener au changement, un État également manager, avec le ministère qui devrait coordonner toutes les interventions en termes d'agriculture, de développement pour que on pense de la même façon. Nous avons les partenaires publics. Nous avons également cet État qui devrait, je dirais, pas gendarme, mais contrôleur, encadreur, avec toutes les possibilités de textes, de règlements, de lois qui sont là pour conforter les investissements privés. Nous avons les partenaires comme la FAO, donc qui s'engagent pour ces partenariats de transformation avec la numérisation de l'agriculture et tout ça. Je pense que c'est possible et que ça ne touche pas seulement les petits producteurs, mais les grands investisseurs aussi. La formation, la création d'agropoles pour les agripreneurs, les agri-multiplicateurs, je pense qu'on a des modèles très bien qui peuvent être mis à l'échelle et qui peuvent vraiment couvrir le territoire. Monsieur le ministre, développer l'agriculture, c'est l'un des piliers de la diversification, vous savez très bien. Votre optimisme pour demain? Non, mais nous sommes très optimistes, simplement qu'il nous faut des acteurs, des jeunes, des femmes, tout le monde. Je dirais simplement à l'endroit de ceux qui ont peut-être des questions, c'est que bientôt nous allons lancer un site internet où ils pourront nous contacter pour un échange. Il y a une équipe pour ça. Mais sachez quand même que l'agriculture au sens large, c'est quand même un métier de passionné et de passion. Parce qu'il y a des échecs dans l'agriculture et c'est cette passion qui nous permet de les surmonter. Je crois que vous parlez avec tout professionnel, il va vous le dire. Monsieur le ministre, une question de provocation. Lorsqu'on est à ce poste de ministre de l'Agriculture, on a toujours regardé l'agriculture, nous venons de très loin et on projette le développement agricole. Mais on a l'impression que ce développement n'arrive pas. Qu'est-ce qui vous fait dire devant ce monde que demain, c'est possible? Ce qui me fait dire que demain, c'est possible, c'est parce que j'y crois. Vous croyez que je vais sur le terrain? Si je ne croyais pas, j'allais sur le terrain. Je vais sur le terrain parce que j'y crois. Voilà. Merci. D'accord. Merci donc pour cet optimisme, monsieur le ministre. Je rappelle que nous avions Michel Diobo, entrepreneur
agricole. Nous avons M. Makaya qui est arrivé pour le compte de Brasserie du Congo. Nous avons la représentante de la FAO qui est l'organisation pour l'agriculture et l'alimentation, je crois bien, c'est ça. Et puis, nous avons bien évidemment M. le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Merci d'être venu et merci aussi. Merci également pour vos questions, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève ce deuxième panel consacré au développement agricole pour booster le développement économique du Congo. Merci, mesdames et messieurs.